Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Isabelle Bébéard. Donc, je m'occupe de la direction des affaires internationales et européennes chez BPI France. Et j'ai le plaisir d'avoir 4 invités sur ce panel que je connais bien et que j'apprécie énormément. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir fait le trajet pour venir ici, même si parfois c'est de Rabat, mais c'est déjà très très bien. Voilà. Merci beaucoup. Et donc je vais vous les présenter rapidement et puis on va directement passer au cœur du sujet. Donc il y a Antigone Limperopoulou qui est la CEO de HDBI, c'est la Hellenic Development Bank of Investment. Et Antigone comprend très bien le français, elle le parle aussi, mais elle va nous parler en anglais et elle va vous expliquer bien sûr ce que fait exactement HDBI en Grèce. Il y a Alaya Betayeb, qui est le CEO de Smart Capital en Tunisie. Il y a Papa Sarr, qui était ministre délégué à l'emploi rapide au Sénégal et qui maintenant est entre deux postes et qui devient directeur exécutif de l'AFD, mais qui va nous faire part de sa grande expérience. Et puis Hicham Serguinizaati, qui est le patron de Tamouicom au Maroc. Et donc voilà, on va pouvoir parler tous les 5 de l'expérience, des objectifs et du rôle des banques de développement dans le développement et la création d'écosystèmes favorables aux entreprises et aux entrepreneurs. Donc, je vais commencer par Antigone. Donc, Antigone, est-ce que déjà tu pourrais nous expliquer ce qu'est HDBI, son rôle, et puis bien sûr votre rôle dans l'écosystème des PME et des startups grecques? First of all, I would like to thank you all for hosting us here, for the invitation of BPI and all these great projects that the BPI is doing to get us all together. I came from Greece. Apologies for the English speaking. I can understand French, as Isabelle said. A few words about the Hellenic Development Bank of Investments. It's the sovereign equity fund of funds of Greece. It was established 22 years ago, trying to kickstart and develop the market, the equity market. We are mainly in the business of fund investments. And what we do is we manage mainly public funds in order to procure them and invest them in fund managers, both first-time teams and more experienced. We started, as I said, 22 years ago, where there was nothing in Greece. And what we have accomplished with a lot of initiatives that I will explain probably later is that we have a mature market, I could say. We are currently managing 2.1 billion euros in 9 different mandates, and we have participated so far in 13 funds. We also work towards collaborating with other institutions in Europe, in Asia, and most probably in Africa, the next period. And we are working towards networking both entrepreneurs, startups, innovative companies with the fund managers and investors, but growing more, we are getting more sophisticated and we are trying to educate further the GPs, the fund managers, in order for them to pass the message and develop the underlying investments as well. Greece, and this is my last sentence, Greece has become very popular the last months because it has recovered from a very deep financial crisis, and now it is in under the scope of large investors throughout the world, because we recently had also the first unicorn. So I think there is a big opportunity for further investment in Greece. Merci beaucoup, Antigone. Et donc maintenant, je vais donner la parole à Alaya. Alaya, donc bien sûr, il faudrait que tu nous expliques ce qu'est Smart Capital. Et c'est vraiment, je trouve, ce qu'il faudrait, c'est que tu nous expliques aussi sa genèse. Okay. Je trouve que c'est un exemple que je donne souvent quand on m'interroge sur ce qu'il faut faire justement pour créer des écosystèmes de l'innovation. Parce que je pense que ce que vous avez fait en Tunisie est vraiment extraordinaire et a été très bien pensé. Donc, s'il te plaît, explique-nous. Merci infiniment, Isabelle. Merci pour l'invitation. En fait, ce n'est pas seulement pour donner
un exemple de ce que nous sommes en train de faire en Tunisie, mais sincèrement, j'étais extrêmement impressionné par l'ensemble des exemples. En fait, dernièrement, en fait, l'histoire de Samir Abdelkarim était excellente, en fait, avec Emerging Valley et tous les exemples un peu des différents pays de startups qui sont en train de vraiment de changer un peu l'écosystème et donner vraiment d'excellents exemples sur de nouveaux modèles un peu de business qui arrivent dans la région. En fait, Smart Capital, comme vous le savez, Isabelle, donc c'est l'opérateur national de Startup Act en Tunisie. Il gère 3 piliers. En fait, le pilier de la loi et des incitations à l'investissement, aussi bien à l'entrepreneur qu'à l'investisseur, qu'à la startup elle-même, à travers un processus de méritocratie qu'on appelle processus de labellisation. Donc, tout un chacun, tout entrepreneur, toute une équipe qui prétend avoir un produit ou bien une innovation, de la créativité et un produit scalable, il peut effectivement postuler et avoir un peu le label. Le label leur octroie 22 avantages donc, qui sont extrêmement importants que tous les jeunes entrepreneurs effectivement essaient de leur. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est l'écosystème. Donc aussi, la Smart Capital gère la partie écosystème de façon à lever des dents pour donner des dents à des structures d'accompagnement, des incubateurs, accélérateurs, start-up studios, avec des programmes, aussi bien pour les startups pour créer leurs propres prototypes, pour la préparation à l'investissement, pour les structures pour créer de nouveaux programmes pour les femmes, pour les health tech, pour EdTech, AgriTech, etc. Là où on sent un peu il y a de l'importance pour développer de la technologie un peu dans les différents secteurs, à travers bien sûr ces structures d'appui. Le troisième pilier qui est extrêmement important, c'est bien sûr le fonds d'investissement. Il n'est pas des moindres, personnellement je le considère un des plus grands piliers qui est très important pour donner les moyens à la start-up une fois elle est identifiée et une fois elle est accompagnée pendant la vallée de la mort pour qu'elle puisse effectivement postuler à avoir le financement. Alors, tout a commencé, en fait, si j'ose dire, un peu en 2011, avec la révolution tunisienne et avec une jeunesse qui espère, avec la liberté d'expression, etc., avoir une liberté aussi d'initiative, liberté d'investissement, liberté de créer, de se lancer sur des activités qu'elles veulent, etc. C'est vrai que le marché tunisien aussi, c'est un petit marché. On a remarqué à l'époque où il y avait un manque de visibilité, surtout dans les premiers mois de la Révolution, qu'il y a un exode très, très important. Il est même dangereux un peu pour le pays, où il y a beaucoup de jeunes qui étaient en train de quitter le pays. C'est vrai aussi à l'époque, moi j'étais dedans, en fait, le système politique un peu de la Tunisie avait d'autres priorités. Il y avait la priorité un peu d'ancrer un peu la démocratie. On n'a pas pris vraiment la priorité économique. Ça a pris 4 années pour trouver effectivement un champion, un parrain. C'était un politicien qui a cru, il est de la diaspora, qui est venu s'installer en Tunisie, qui s'est entouré un peu de jeunes, de moins jeunes, des entrepreneurs, des investisseurs, des gens de la diaspora qui savent qu'est-ce qui se passe à l'international, etc. Donc, on a créé une task force en 2016. Ça a pris 2 années pour mûrir une réflexion sur une loi. C'est le Startup Act, le fameux Startup Act, qui a été promulgué en 2018. Et ça a pris 1 année aussi pour l'ARP, en fait, le Parlement tunisien, pour comprendre un peu l'essentiel, un peu la vision, la mission un peu de cette loi, qu'est-ce qu'elle a comme objectif, pourquoi 22 avantages et tout ça. Ça a pris 1 année pour valider tout ça. Et puis, en avril 2019, la loi elle a été promulguée officiellement et Smart Capital elle a été créée. Smart Capital elle a été créée effectivement, initialement, pour gérer cette loi, pour donner les incitations à ceux qui méritent. On a créé un collège des startups, des gens qui sont éminemment connus nationalement et internationalement pour effectivement valider ceux qui méritent effectivement ces avantages-là. L'objectif, et j'en finis avec ça, l'objectif de Startup Act, quand il a été créé, c'est de changer le mindset de la culture entrepreneuriale en Tunisie à travers l'arrivée à une licorne, à travers 1000 startups labellisées, avoir une licorne qui change un peu la donne. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement fiers qu'on a quelques startups qui lèvent beaucoup de fonds à l'international. Récemment, Instadeep, avec 100 millions de dollars. Déjà, avec le lancement de Instadeep, je vous jure, croyez-moi, qu'au bout des 3 derniers mois, on a eu un engouement, vous ne pouvez pas imaginer, pour effectivement la demande de label et effectivement la candidature pour la labellisation. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Laïa. Et d'ailleurs, il y a Zora qui est là parmi nous aujourd'hui pour témoigner de l'expérience Instadip. Donc, Papa Sarr, tu vas donc nous parler de ton expérience à l'ADER. Et je crois que vous avez d'ailleurs beaucoup inspiré de l'expérience tunisienne. Donc, c'est bien, ça montre que tout ça, tous ces projets essaiment partout dans le monde et en Afrique. Donc, raconte-nous, s'il te plaît. Alors, effectivement, tout ce que vient de dire mon collègue de Smart Capital de la Tunisie sonne comme de la bonne musique à mes oreilles, dans le sens où nous nous sommes inspirés effectivement de la Startup Act tunisienne. Mes équipes sont allées là-bas et merci pour le soutien, l'accompagnement. Et on a battu tous les records, je pense. On a eu à le faire en 6 mois. Et bien entendu, on a brûlé des étapes au niveau de l'Assemblée et du ministère des Finances. Ça aide quand je viens du ministère des Finances. Et nous avons fait le projet de loi avec un cabinet. Nous sommes allés voir le chef de l'État qui a donné son feu vert et c'est passé au Parlement en 3 mois. La loi a été promulguée en janvier 2022. Donc aujourd'hui, sur ce même modèle avec la Tunisie, mes anciens collègues et d'autres acteurs de l'écosystème i4Policy sont en train de faire un peu le tour de l'Afrique, du Sénégal en passant par Lomé, Abidjan, Cotonou jusqu'à Kigali, pour aider justement à propulser cette initiative de Startup Act pour accompagner les startups, les PME, comme l'a bien reçu la Tunisie. Nous avons aussi brûlé les étapes en autre moyen en mettant en place ce qu'on appelle le fonds de soutien à l'innovation, doté d'un fonds annuel de 50 millions de dollars, mais chaque année avec 5 millions de dollars qu'on a financés, et croyez-moi, en fonds propres, quasi fonds propres, en BSA et en dette subordonnée. On l'a fait parce qu'il n'y avait pas de banque, il n'y avait pas d'investisseurs en capital, private equity, comme vous voulez, qui faisaient ce travail. On l'a fait en tant qu'État, contre la volonté du ministère des Finances, contre le régulateur, contre la Banque centrale. Mais l'avantage qu'on avait eu, c'est qu'on a créé cette structure sous forme d'une banque. Il y avait l'idée, ça continue, d'une BPI à la sénégalaise avec l'appui de la BPI France. Et sans agrément, nous avons fait. Eh bien, écoutez, j'ai mis le ministre des Finances et ses acteurs devant le fait accompli. J'ai investi 100 millions de dollars en 3 ans. C'est à vous de voir. Soit vous nous donnez la licence, on continue à opérer, sinon l'État perd les billes. Parce que les jeunes n'attendent pas. Il y a des jeunes start-upers qui sont là. Les Tiernon, les Tamsir et autres, qui aujourd'hui, je vous donne un exemple concret, un jeune qui s'appelle Paps Bambalo, qui est venu me voir en 2019. J'ai besoin de 100 000 euros, 60 millions en BSA pour pouvoir me lancer en Côte d'Ivoire et avoir des investisseurs dans le tour de table et lever 1, 2, 3 millions d'euros. Personne à Dakar, sur la place, ne pouvait lui prêter de l'argent. Il a fallu que des Mauriciens, des gens dans les îles pas très fréquentables puissent leur proposer de l'argent. Et puis il a hésité. Et on a pris sur nous, on lui a mis 60 millions de francs CFA, 100 000 dollars. 2 ans après, il vient de lever 4,2 millions d'euros pour pouvoir passer à l'expansion et recruter une centaine de personnes. C'est-à-dire qu'il faut prendre le risque en termes de capital, en termes d'equity, mais aussi, le plus important, l'accompagnement. On va y revenir. Il y a un écosystème favorable, l'encadrement, la formation, le renforcement des capacités, l'accès au marché. Et aussi, ces jeunes, il faut les propulser. On les a amenés à Vivatech avec le chef de l'État dans son avion, ils ont rencontré des acteurs. On les a amenés au CES à Vegas, etc., etc. Et on fait l'interconnexion avec les Marocaines, Startup Factory et autres, qui est chez nous à Dakar, Pondinov, vous, et aujourd'hui, plus loin, entre BPI France, les autres acteurs, Euroequity, le travail qu'on est en train de faire à Dakar avec le ministère des Affaires étrangères, de 1 million d'euros. Ce n'est pas beaucoup pour le moment, mais qu'on doit multiplier par 10, 20 pour accompagner la Teranga Tech, la Lions Tech et la French Tech ensemble pour accompagner, propulser les dynamiques entrepreneuriales. Merci. Et donc, ce que tu dis finalement, c'est que tu as participé à la création justement de plusieurs outils pour faire un écosystème et que vraiment, finalement, c'est le rôle de l'acteur public d'aller sur des segments où on ne trouve pas d'argent privé. Et je crois que Hicham, en parlant de Tamwilcom, je pense que tu vas faire le même constat, que tu vas pouvoir témoigner. Et en particulier, tu avais envie de nous parler du programme Innovinvest. Donc voilà, je te Pas laisse. déjà sur Tamwilcom. Bien sûr, bien sûr. Donc bien sûr. ex-CCG. Donc aujourd'hui, nous passons en tant que
banque, on va dire une institution financière de développement, avec certes beaucoup d'histoire, parce que on est là quand même depuis 70 ans, mais c'est seulement depuis 10 ans à peu près qu'on va dire notre modèle a été revu. Alors notre rôle au fond, nous restons avant tout une institution d'impact. Notre rôle, on va dire, n'est pas de chercher avant tout le rendement. On cherche avant tout le rendement économique, social, financier par la suite. Mais notre objectif au fond, reste avant tout en tant que bras financier de l'État, c'est de faire en sorte que l'accès de financement soit le plus simple possible. Nous le faisons à travers des métiers. Le métier historique reste celui de la garantie et même notre texte de loi reste avant tout, on va dire, le métier ou le domaine d'intervention principal. Mais nous le faisons également avec de la dette partagée, et puis nous le faisons également à travers des outils de haut de bilan, notamment que ce soit de l'equity, soit des outils de smart, on va dire de smart loans pour un certain nombre, on va dire, d'entreprises. Alors sur l'activité garantie, qui reste, comme je disais, le principal, on fait un peu le point sur ce qui a été fait depuis la réforme il y a à peu près 10 ans. Sur les 10 ans, notre rôle, c'est comment faire en sorte que les TPME soient plus facilement, on va dire, accepté dans le secteur financier, principalement au niveau du secteur bancaire. Mais pas que, parce qu'il y a tout un écosystème pour nous. Il y a certes le secteur bancaire, mais il y a également le leasing, il y a les AMC, c'est-à-dire le microcrédit, mais il y a également certaines associations qui font, on va dire, de l'accompagnement, mais également des prêts d'honneur qu'on a voulu accompagner. Mais l'essentiel, à 95%, 96%, on reste sur le crédit bancaire. Alors sur les 10 dernières années, c'est plus de 160 milliards de dirhams qui ont été levés grâce aux différents outils. Et donc, sur les 160 milliards de dirhams, c'est quelque chose comme 140 000 à 150 000 opérations de crédit. Quand on essaie de voir en termes d'impact, parce que tout ça, on recherche, comme je le disais dès le départ, quoi, de faire en sorte que les entreprises accèdent plus facilement. Sur des indicateurs, c'est-à-dire il y a 10 ans, sur 100 crédits donnés par les banques aux entreprises, 24 étaient adressés aux TPME. Aujourd'hui, en 2021, c'est 43%. D'accord, 43 dirhams sur 100 sont alloués. C'est-à-dire on est aujourd'hui, on va dire, sur des moyennes qui approchaient de l'OCDE, qui est à peu près de 50%. On est aujourd'hui à 43. Tout ça pour vous dire qu'il y a eu un réel impact sur l'accès des financements des TPME. Mais il n'y a pas que. Il y a également les startups. Pourquoi ? Parce qu'on est parti sur ce marché avec, avec un projet, avec un objectif. C'est comment faire en sorte de résoudre toujours la faille de marché, parce qu'on reste toujours faille de marché. Et on est parti sur, on va dire, un essai. D'accord ? L'idée, c'est comment peut-on avoir demain un modèle qui peut être réellement upscalé au niveau national. Donc on est parti sur un modèle qui est Innovinvest 2016, mais qu'on a lancé que fin 2017, avec un continuum de financement que nous avons offert. Pourquoi ? Parce qu'on s'est bien rendu compte que au moment où vous êtes en proof of concept, c'est-à-dire le pré-amorçage, ou au moment où vous êtes en MVP, peu de financements existent sur le marché et rares sont, on va dire, des offres de financement. Donc il fallait remplir, on va dire, ce vide à travers des outils, soit des loans, soit, je veux dire, du grant, c'est-à-dire soit des subventions, soit avec, comme je dis, des smart loans, c'est-à-dire des financements qui peuvent aller jusqu'à 50 000 $. Et la finalité, au fond, c'est quoi ? C'est d'avoir un autre impact, c'est de créer également un écosystème derrière. Parce qu'auparavant, on était sur 3 à 4 intervenants. Aujourd'hui, nous sommes sur une dizaine, 16 intervenants, des incubateurs, voire des accélérateurs. Et puis, pour pouvoir avoir toujours la boucle en sortie, comment faire en sorte d'avoir une offre de equity, de private equity. Et là, 3 fonds ont été structurés. 3 fonds sur lesquels on a réussi à attirer à nos côtés des investisseurs soit nationaux, soit internationaux, certes avec des incentives, mais l'essentiel c'est de les avoir. Et donc on a réussi à avoir un leverage de 2, d'accord, c'est-à-dire pour chaque dirham, on a réussi à avoir 2 dirhams d'investisseurs. Alors l'objectif était sur 5 ans de faire 300 startups, on a réussi à faire presque 500. Sur ces petites startups au niveau de l'écosystème, le premier étude d'impact, ce sont des entreprises qui réussissent à faire quelque chose comme 300 millions de dirhams de chiffre d'affaires. 12% des dépôts, on va dire, de brevets au Maroc sont le fait de ces startups qui sont produites par cet écosystème. Et puis, ce qui était très intéressant, c'est que 95%, même avec Covid, 95% de ces startups qui ont été financées sont encore en vie. Et puis, sur l'equity, de beaux deals, on espère pourquoi pas demain des licornes, je ne sais pas, mais pourquoi pas. Quand on entend par exemple, je suis sûr que l'écosystème connaît Solvit,
connaît Cloudfreight, connaît Mazma, etc. Ce sont tous des startups qui sont passées. Plus que ça, quand vous regardez d'autres intervenants qui sont venus après, par exemple nos amis, nos collègues de CDG de 112 Founders, une startup sur deux qui a été au niveau de 112 Founders vient de l'écosystème que nous avons construit avec les différents acteurs. En tout cas, c'est comme je disais, c'est un test. Ça nous permet aujourd'hui, non pas avoir d'expertise, mais déjà de l'expérience. Et c'est ce qui nous donne, on va dire, les ingrédients sur ce que sera notre activité, en tout cas sur ce marché-là, dans les prochaines années. Merci beaucoup pour ces témoignages. On va peut-être partir maintenant sur les partenariats entre pairs, les partenariats que vous pouvez avoir à l'international. Parce que l'un aussi des objectifs des banques d'investissement, des banques de développement, c'est d'accompagner au mieux les entreprises de son écosystème, voire de les accompagner à l'international. Donc, Antigone, je commence par toi. Donc, toi, tu as des activités à l'international qui sont très fortes. Est-ce que tu peux nous en parler? Et en fait, pour quel bénéfice? Pourquoi tu as ces activités à l'international? Yes, of course. First of all, HDBI is an example of the success of this international cooperation. We cannot expect companies to be extrovert if in our public organization we are not extrovert. And we used the friendship relationship with BPI at first, starting 10 years ago. BPI has helped our organization to be transformed. So from a local business, we became a more extrovert organization. And we also have the honor to have Madame BPR in our board. So we have executive roles that we built on this relationship and the expertise provided by BPI. Apart from that, we have formed founding members of the European Venture Fund Investors Network, where there are public organization equity providers from European countries, and we share best practices in a very, very constructive way. Apart from that, we collaborate with other European fund of funds and development banks in trying to draft the Scale Up initiative, which is an initiative we have undertaken in Europe in order to support the scale-ups, so to keep the value in the continent. Apart from that, we have formed cooperations with the Mubadala Investment Capital, with ADQ, in order to attract investment funds in our region. And having said all that, it's very important. It's very important all the events and interactions that you initiated, because it gives the opportunity to create more contacts, and we cannot proceed alone. We have to be and perform in regional and international level. I think this is essential, and I'm very happy to be here, honestly. Merci Antigone. Alaya, tu travailles toi aussi en partenariat avec des institutions à l'international. Oui. Que souhaites-tu en dire en fait? D'accord. En fait, comme j'ai expliqué auparavant, donc juste avec la création de Startup Act, en fait, la Tunisie elle a pensé, et surtout avec la task force, à créer des fonds. Et initialement, comme c'était en fait un secteur qui est extrêmement risqué pour beaucoup de bailleurs, risqué aussi pour le pays qui n'a pas d'expérience, le pays n'a pas d'image de développement technologique, etc. Le gouvernement a vu nécessaire de commencer par un crédit qui a été octroyé par la Banque mondiale. Et c'est avec ce crédit-là qui a été aussi octroyé à la CDC, à la Caisse des dépôts de consignation, avec laquelle la CDC elle a participé comme investisseur de référence dans le fonds de fonds. Moi, je considère que c'est un acte qui est assez intelligent, parce qu'au début, on n'a pas d'équipe, on n'a pas d'image, on n'a pas beaucoup de choses. Donc, il faut commencer par quelque chose. Donc, ça a permis effectivement de démarrer un peu le process. Alors, comment structurer, une fois qu'on a eu un peu cet investissement initial, comment structurer? Donc, le gouvernement, comme vous le savez, je renouvelle un peu tout le remerciement de Smart Capital et même de toute l'équipe du gouvernement pour BPI France, qui a permis effectivement, à travers l'expertise de
BPI France et le financement d'Expertise France, d'avoir un accompagnement pour la structuration du fonds. Le fonds de fonds à Navarre, en Tunisie, c'est le premier fonds de fonds dans l'histoire du pays. Il est le premier fonds de fonds résident, mais il est libellé en euros. Donc, ceci a créé aussi beaucoup d'échanges avec la Banque centrale. Elle aussi, elle n'a pas d'expérience dans un fonds résident. Il est libellé en euros, avec toutes les, je m'excuse du terme, les tracasseries considérées, bien sûr, avec la Banque centrale, entre fonds de fonds, puis Child Fund, puis entre Child Fund et les startups, et puis tout le retour un peu des investissements sur ces axes-là. C'est un casse-tête, parce que c'est quelque chose de vraiment nouveau. Ça, c'est un point. Le deuxième, en fait, j'applaudis beaucoup en fait, la GIZ, la Banque mondiale, l'Union européenne, Innovi, tous ces programmes-là qui ont aussi permis d'avoir ce que j'appelle personnellement blended finance. Avec le crédit octroyé au fonds de fonds, il y a des dons qui ont été octroyés pour appuyer l'écosystème. Tout le monde sait qu'incubateurs, accélère, etc., leur modèle d'affaires n'est pas évident. Donc, généralement, on ne fait pas de sous. Donc, dans les incubateurs, peut-être dans les accélérateurs un peu, mais pas beaucoup dans les incubateurs. En Tunisie, on a créé beaucoup d'incubateurs. Aujourd'hui, on a 33 structures d'accompagnement un peu des startups qui sont certifiées par Smart Capital pour faciliter la tâche aux startups ou aller effectivement avoir le programme d'incubation, etc. Donc, on les a aidés avec tout un programme de certification pour qu'ils puissent effectivement s'identifier dans l'écosystème, quelle est vraiment la structure qui fait l'accompagnement. Donc, ces institutions-là nous ont beaucoup aidés et aujourd'hui, ils continuent à nous aider de façon à créer des programmes. Il y a une chose, en fait, qu'on a découvert, Isabelle, avec le temps, elle est extrêmement intéressante. C'est que les startups qui sont labellisées, qui ont eu beaucoup d'appui un peu de Smart Capital, eux aussi, ils se sont exposés à des bailleurs de fonds internationaux. Alors, un exemple qui est extrêmement intéressant, c'est que Expensia, vous le connaissez un peu l'exemple, qui a été financé par Silicon Valley. Silicon Valley ne connaît pas Smart Capital, n'a aucune idée sur Annava. Quand ils ont investi sur Expensia, ils se sont dit, tiens, on n'a pas d'idée sur l'écosystème tunisien. Mais ça, c'est une excellente start-up. Est-ce qu'on peut aller de l'avant, on peut creuser un peu dans l'écosystème pour voir qu'est-ce qui se passe? Alors, pour savoir tout cela, ils ont frappé à la porte de Smart Capital pour dire que, tiens, c'est une start-up qui est labellisée. Nous avons beaucoup apprécié, elle fait un excellent travail. On espère avoir vraiment des multiples de cette start-up-là. Et donc, nous, on a intérêt effectivement à échanger avec vous. Ça fait 2 semaines, on a signé le bulletin de souscription pour que Annava soit l'un des vraiment acteurs, je dis bien, et principaux bailleurs de fonds dans le fonds de Silicon Valley qui est BIF2. C'est une chose extraordinaire qui s'est passée. Il y a deuxième exemple, vous avez parlé de Zohra, elle est là. Donc, Instadeep aussi, c'est une start-up qui a été labellisée par Smart Capital. Elle a eu beaucoup d'appui de Smart Capital pour qu'aujourd'hui, elle puisse se positionner pour avoir une levée. Nous, on n'a pas pu contacter en fait tous les bailleurs qui ont investi aujourd'hui avec Instadeep. Et nous attendons que Google et d'autres bailleurs vont frapper aussi à la porte de Smart Capital pour qu'on puisse effectivement continuer cette belle aventure. Bravo. Pape, donc toi aussi, avec l'ADER, tu as forcément travaillé avec pas mal d'institutions internationales. Tu deviens d'ailleurs maintenant aussi directeur des partenariats à l'AFD, donc je pense que tu vas être encore dans le même système. Est-ce que tu peux en dire plus sur ce que ça a pu t'apporter? Oui, je pense que, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue de Tunisie, il faudrait que d'abord les différents partenaires des États, notamment africains, puissent pouvoir parler d'une même voix, rationaliser davantage l'approche, parce que c'est la même chose au Maroc qu'en Tunisie. On va à la chasse. C'est les Allemands, GIZ, c'est les Belges, Enabel. C'est les Allemands, on va avoir 2 d'ailleurs, on va avoir KfW et GIZ. Les Français, on va avoir BPI, on va avoir Expertise France, on va avoir AFD. Et pareil avec les Espagnols, les Italiens et les start-upers. Ils tapent à toutes les portes où ils peuvent avoir de la subvention, de l'accompagnement, du financement. Et si, comme on a fait un exemple concret, 2 d'ailleurs, le premier c'est avec la BAD et l'AFD, où on a pu structurer un financement de 150 millions d'euros avec la BAD et 20 millions d'euros avec l'AFD pour financer un projet d'accompagnement des PME et des startups qui s'appelle le programme d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales, où on a financé en dette, en equity, en garantie. Et un autre
à plus petite échelle, 1 million d'euros avec BPI, Proparco, Groupe AFD et le Quai d'Orsay pour accompagner justement la mise en place de la plateforme Orecuity, mais aussi du financement en capital en habilitation. Pour terminer sur ce partenariat entre et avec les institutions, ce qu'il faut dire que c'est le temps que ce partenariat se met en place, c'est trop coûteux et c'est trop prenant pour les startups qui cherchent de l'argent frais disponible tout de suite, 2 mois, 3 mois, des fois pendant que le financement n'aboutisse, après 6 mois, après 1 an, après 2 ans de discussion avec les Allemands, GIZ, les startups ont le temps de mourir et de passer à autre chose. Il faut qu'on comprenne que le temps des partenaires à Dakar, à Casa, à Tunis, au siège respectif, n'est pas le temps de ces startups, de ces PME, de ces pépites qui ont besoin de cash, de capital, d'accompagnement, tout de suite et maintenant, pour pouvoir décoller, avoir un marché, acheter des véhicules, avoir des hangars, acheter des drones, cultiver, mettre sous serre, exporter vers le Maroc, l'Espagne, la France. Ils ne peuvent pas attendre. Il faut que les acteurs puissent comprendre cela. Merci. Hicham, toi aussi, tu as justement des accords et des coopérations à l'international. En quoi tu t'en sers? Comment tu... Alors, moi, je ferais la différence déjà quand on s'adresse à, on va dire, sur État à État, hein, quand il s'agit de lever de la ressource, d'accord, en tant que bailleur de fonds. Moi, je voudrais bien voir l'autre, on va dire, l'autre face, avoir celle, je dirais, de la dynamique qu'on arrive à créer ensemble, hein, à travers un certain nombre d'acteurs sur lesquels on est réellement sur le même métier. Hein. C'est ce qu'on a fait depuis des années avec BPI France. Au moment, c'est Oseo, après BPI France. On arrive à partager plein de choses. On l'a fait également au niveau régional, hein, de la région MENA, avec nos amis tunisiens, égyptiens, jordaniens, etc. Et puis au niveau de notre continent, à savoir celui de l'Afrique, où on est président de l'APIGA, qui est l'association régionale des institutions pour le cautionnement. Et ce qui est bien, c'est qu'au fond, chacun vient avec ses problèmes, chacun vient, pourquoi pas, avec ses réussites. Et c'est comme ça qu'on essaie toujours d'avancer nous-mêmes, hein, c'est-à-dire en écoutant d'autres réussites qui nous ont permis après de faire de nouveaux produits. Par exemple, je prends sur le système de garantie, etc., sur lequel on avait aux années fin des années 2007-2008, on avait beaucoup partagé avec Oseo à l'époque. Je le vois également sur ce qu'on a réussi à faire. Quand je prends par exemple Innovinvest, qui aujourd'hui, le modèle Innovinvest, on arrive à l'implanter dans toute la région MENA à travers la Banque mondiale, parce qu'on a été les premiers à avoir mis, on va dire, ce modèle. Bref, c'est ce partage qui nous permet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de copyright sur ce qu'on fait. Hein. Donc tout est partagé. Au contraire, avec nos amis canadiens également, il y a beaucoup de choses sur l'accompagnement où réellement on essaie d'avoir de leur expertise qui est excellente sur la place. Bref, moi je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'on arrive à avoir comme retour d'expérience, c'est un élément important qui va nous permettre de l'adapter. Je dis l'adapter, non pas de le prendre, mais de l'adapter par rapport à nos réalités. Exactement. Donc là, il nous reste maintenant 6 minutes. Peut-être je te laisse continuer sur c'est quoi le next step? Quels sont les projets que tu as envie de développer justement pour les entreprises du Maroc? On change les règles du... C'est ça, je varie. Bon, très bien. Ben, écoutez, déjà, comme je l'ai dit, on était CCG, on est aujourd'hui Tiamilcom avec un nouveau, on va dire, pas modèle, mais des innovations par rapport à ce qu'on faisait auparavant. On est aujourd'hui un établissement de crédit soumis à la supervision bancaire, également un nouveau texte de loi qui nous ouvre des choses. Et déjà, par rapport aux ouvertures, c'est les services non financiers. C'est-à-dire, nous étions toujours B2B, mais on avait un écosystème financier. La première fois on est sorti de l'écosystème financier, c'est à travers les startups où on s'est ouvert également au côté accompagnement. Bon, aujourd'hui, c'est tout un modèle qu'on essaye de faire, tout en prenant en considération qu'il y a d'autres acteurs. Et au fond, il y a un grand test dans notre vision, à savoir celui de la synergie. Comment on peut créer de la synergie avec d'autres acteurs sur une problématique, à savoir celle des services non financiers. Et puis sur de nouvelles problématiques ou d'anciennes, qui aujourd'hui peut-être sont beaucoup plus importantes. Quand on parle aujourd'hui d'après-Covid et d'après-crise Covid,
post-Covid, vu également sur quoi nous sommes aujourd'hui. On a fait beaucoup de choses en 2020-2021. On a permis à tout, je dirais, le tissu productif de pouvoir, on va dire, résister par rapport aux répercussions du Covid. Aujourd'hui, la question des fonds propres est une problématique sur laquelle il va falloir avoir des outils de masse et non pas des outils orfèvres type fonds d'investissement. Donc il faut ce genre d'outils sur lesquels il va falloir peut-être déployer. Il y a également la problématique de l'économie verte. Nous savons très bien, nous sommes un pays ouvert et donc la question du financement des entreprises et de la décarbonation est un souci, enfin je dirais est un sujet plutôt central. Il y a également l'internationalisation des PME marocaines, qui est également un problème sur lequel il faut aller. Et puis, bien sûr, que je mets toujours à part, la start-up. La start-up, il y a eu Innovinvest. Innovinvest, on a eu des résultats aujourd'hui. Maintenant, nous sommes en train de repenser, non pas sur Innovinvest 2.0, mais sur comment nous allons attaquer d'une nouvelle peut-être manière, on va dire le marché des start-up. Merci beaucoup, Hicham. Alors, je te garde pour la fin parce que j'ai une question particulière à poser. Donc, Alaya, le next step pour toi. Absolument. Donc, en fait, je dis qu'en Tunisie, on a commencé par le commencement, ça veut dire sécuriser le sourcing à travers le programme de labellisation, de façon à avoir régulièrement un peu des startups qui vont postuler un peu pour le financement. Ceci, effectivement, a créé un effet qui est extrêmement important. Aujourd'hui, on a mensuellement, il y a 20 startups qui postulent pour le financement. Tu sais, 20 startups, pour ceux qui sont dans le métier de l'investissement, c'est un fonds. 20 startups, entre 10 et 30 startups, c'est un fonds. Donc, le besoin le plus important, personnellement, que je considère que la majorité des pays qui aujourd'hui en Afrique, papa, il pourrait être d'accord avec moi, qu'il y a aujourd'hui 19 pays qui sont en train de créer leur propre Startup Act. 19. Donc, ça veut dire qu'ils vont être prêts. Ils vont créer le sourcing model. Donc, le plus important pour nous tous, c'est d'avoir des sources de financement qui pourraient effectivement accompagner cela. Aujourd'hui, en fait, tous ces pays-là vont demander de l'argent. Le Japon, dans le cadre de TICAD, il a créé le J-Bridge pour dire que tout ce qui est développement en Afrique, on s'intéresse, et en particulier les startups. Donc, je crois que le financement, c'est un volet qui est très important. Il y a un deuxième point, c'est l'accès au marché pour ces startups-là. Moi, je considère qu'il est temps qu'on travaille ensemble pour qu'il y ait un marché commun pour les startups. Le SFI, il a travaillé à un certain moment sur une initiative maghrébine de façon à avoir un marché commun pour les startups. Une startup qui investit au Maroc et elle est tunisienne, ou bien marocaine et elle investit en Mauritanie, etc. Il faut qu'elle puisse avoir les mêmes avantages et grandir un peu sur le marché-là. J'ai écrit officiellement au ASLECAF pour dire que dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, pensez à avoir un peu un noyau qui est dédié pour la start-up africaine, mon Dieu. Donc, il y a une zone de libre-échange tout azimut. Essayons de faire une zone de libre-échange pour les start-up, mais qui travaillent tout azimut dans tout secteur. Voilà, merci. Merci. Antigone. Last word from us. We will build on expanding our investment, international investment cooperations. We need to further strengthen the GPs market because they need education and they need to be more extrovert, and we have to attract foreign GPs in Greece because we believe that each ecosystem is as strong as its separate link. So we have to build on each and separate link and create a very, very strong ecosystem. Also, we will build on the ESG criteria and the sustainability factors that they have to be dispersed in all the levels of an investment, from the universities to startups, to fund managers, and also to government and institutions ourselves. And my last word is that we have to remain resilient because resilience pays. And at the same time, we have to be flexible and innovative and ahead of the market so as to offer programs and mandates, let's say frameworks, that will allow the market to adapt very easily. I think this is my last. Merci. Et donc les derniers mots pour papa. Donc toi maintenant on peut dire que tu as du recul par rapport à ce que doit être une banque de développement, une banque d'investissement. Et donc voilà, est-ce que tu pourrais nous
nous donner un peu ta vision critique dans le sens positif du terme sur ce que doit faire et ce que doit être une banque de développement, ce qu'on devrait tous faire encore mieux. Alors, je pense que les blocs sont déjà là sur ce que fait BPI, mais sur le contexte africain, je parle pour le Sénégal, que je maîtrise bien, et qui vaut pour toute la partie UEMOA, les pays de l'UEMOA qui ont une seule banque centrale. Et du coup, la Startup Act sénégalaise, elle est aussi valable dans l'espace UEMOA. C'est ça l'avantage des 8 pays. Aujourd'hui, il faut que ces banques de développement qui vont se mettre en place puissent pouvoir avoir un guichet dédié à l'innovation, au risque, en mettant des ressources en capital et en subvention. Et parce qu'aujourd'hui, pour tout ce qui est recherche et développement, innovation, sans subvention, pour pouvoir faire du blended, ça ne va pas marcher. Deuxième point qui est essentiel aussi, c'est que le partage d'expérience entre la BPI France et ces banques sur ce que vous avez appris ces 10 dernières années, et pour que ces banques publiques d'investissement ou de banques de développement africaines ne puissent pas commettre les mêmes erreurs, faire du leapfrog, comme le disent nos amis start-upers, passer à l'échelle. Et, il a dit tout à l'heure mon cher ami, le marché. Le marché est crucial. L'Afrique, on peut parler de 2 milliards d'habitants facilement, mais aller sur l'Europe et d'autres continents. Et je suis sûr et certain que ces startups que nous accompagnons, ces PME, ces TPE, ont le potentiel, ont les moyens, ont le brain. Tout ce qui manque, c'est le capital. Et aux banques de développement de le faire, il faudrait ne pas regarder tout avec le rouge, mais avec le vert. Le risque, il n'est pas bon. Merci beaucoup, merci à tous les 4.